controversielle lancée par Donald Trump qui va évidemment avoir des effets négatifs, on le sait bien, on le sent bien sur notre économie, mais de combien? Bon, réponse avec vous. Bonjour Mathieu. Je vais essayer. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Alors François Bayrou, il y a plusieurs chiffres. C'était le week-end dernier dans le Parisien, on avait commenté ici sur Boursorama, avait dit 0,5% de croissance en moins pour cette année. Ministre de l'économie Éric Lombard hier parlait de 0,3%. Qui a raison, vous qui avez fait tourner vos modèles et vos calculettes? Alors, qui a raison, c'est difficile. On voit que d'abord, il y a deux chiffres qui circulent. Et surtout, ça dépend de l'hypothèse qu'on retient sur cette fameuse guerre commerciale. On a vu les revirements de Donald Trump. Je pense que François Bayrou, potentiellement, parlait d'un demi-point de PIB au moment où on a eu le maximum d'incertitude sur ces droits de douane. Et quand les 20%. Post-annonce, effectivement, de Donald Trump des 20% sur l'Europe et avec des montants extrêmement élevés sur le reste du monde. Et là, on voit que la pression est quand même vite retombée suite à l'annonce d'un retour, on va dire, à des droits de douane plus modestes. 10%. 10%, oui. 10%. 10%. Et là, voilà, on est sur un scénario qui est finalement de révision, mais contenu. Sachant que... Dans votre calcul, vous prenez l'hypothèse de droits de douane de 10%. Donc c'est là où on est aujourd'hui au final. Hein. Bah, on a bien fait. On a bien fait d'être prudent. Non, en fait, on avait fait tourner notre prévision. Ça ne se fait pas comme ça, hein, du jour au lendemain. Ces estimations, c'est un peu compliqué. On était resté sur les premières annonces et sur les 10% de droits de douane en disant qu'après, il y avait des risques supplémentaires qui s'ajoutaient. Bien sûr, le doublement des droits de douane, l'instabilité financière, hein, avec les risques de crise financière et tout ce que ça peut engendrer. Ça nous retire combien, pardon? Mais voilà, pour être précis... 0,2, 0,3% cette année? Alors, cette année, on est sur plutôt 0,1 en effet direct. Hein, donc c'est... Non, c'est assez faible. Non, mais pour une raison... Si vous prenez juste l'effet direct, hein, je vais essayer d'expliquer ça, la France est quand même assez peu exposée directement aux États-Unis. Je donne un chiffre, hein, ça représente les exportations de produits français vers les États-Unis, donc de produits de marchandises. 50 milliards. Voilà, et 50 milliards, c'est à peu près 5% de l'ensemble de nos exportations. Donc ça veut dire que 95% de nos exportations ne vont pas aux États-Unis. Et ça représente 1,7 point de PIB. Donc c'est pas totalement négligeable, mais par exemple, si je prends le cas du Mexique, les exportations des produits mexicains vers les États-Unis, 30%. Ouais, et ça représente 30% de leur PIB. Donc c'est considérable. Donc nous, si vous avez 10% de hausse de droits de douane sur 5% de vos exportations, à la fin, ça ne crée pas un chamboulement total. Ça va être des filières qui vont être impactées, mais macroéconomiquement, vous êtes sur des considérations qui sont assez modestes. Donc effet direct, 0,1 point. Voilà, de l'ordre, un peu plus sur 2 ans. C'est pas grand-chose. Hein. Non, on est plus proche des 0,2 sur 2 ans, et après, il y a les effets... ce qu'on appelle de demande adressée, c'est-à-dire que si les Allemands ont moins d'activité, si nos partenaires européens ont moins d'activité, du coup ça augmente un peu la facture. Et là, on n'a pas un chiffre précis, mais vous pourrez être effectivement sur 2 ans, hein, autour des 0,3. C'est pas complètement exclu. Ça reste mineur, pardon, non? Oui, mais bien sûr que ça reste mineur. Ça reste mineur, pourquoi? Parce que effectivement, les États-Unis sont une économie extrêmement importante, mais c'est pas la... fait peur en nous disant la catastrophe, on est sur 10%, la récession. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé... Des centaines de milliers d'emplois menacés. Mais au-delà de l'annonce pure, ce qu'a créé Donald Trump, c'est une rupture des règles commerciales. Et en fait, quand vous êtes une grande entreprise, quand vous êtes une multinationale et que vous êtes imbriqué sur les chaînes de production mondiales, les règles du jeu ne peuvent pas changer comme ça du jour au lendemain. Quand vous essayez de valoriser le prix d'un actif ou d'une entreprise, vous avez besoin de connaître aussi quelles sont les perspectives d'activité. Or, ce qu'a fait Donald Trump, c'est que du jour au lendemain, il a tout balayé. Et cette incertitude, en fait, a amplifié finalement les effets purs du commerce. Hein. C'est justement quelles sont les capacités de se projeter là-dedans. Et bien sûr, c'est ce qu'on a vu avec le risque de crise financière. Une crise financière a aussi des impacts. Donc en fait, vous avez un effet domino de tout ça, de ces annonces. Ce n'est pas juste les effets de droits de douane. C'est, premièrement, quelle rétorsion des autres pays? Est-ce qu'on est dans une escalade de guerre commerciale? Et puis après, quel risque sur une potentielle crise financière? Et donc ça, effectivement, vous pouvez avoir un scénario de récession dans ce cas-là. Mais ce n'est pas seulement les 10% de droits de douane qui créent la récession. Hein. Ouais. Donc au final, alors maintenant en prévision de croissance, on aurait dû être... Alors le gouvernement était à 0,9%. Depuis hier, Éric Lombard nous a dit, ministre de l'économie, ça sera 0,7%. Et vous, dans vos prévisions, c'est 0,5%. Oui, alors... C'est pas folichon quand même. Hein. Ah non, mais alors... Ce qu'il faut bien avoir en tête, et c'est pour ça que je pense que c'est important, c'est que ce 0,5%, et on l'avait fait dans ces conditions-là, était avec 10% de droits de douane. Là, donc, on est aujourd'hui d'ailleurs. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est que c'était déjà pas folichon.
C'est-à-dire, c'est pas, la faible croissance, elle n'est pas liée uniquement aux annonces de Trump. On avait déjà des éléments qui n'étaient pas bons sur l'économie française. Et un élément qu'on met en avant, c'est notamment le facteur de l'incertitude majeure qui est lié à la politique nationale. On l'a vu, hein, depuis maintenant la dissolution. On a une montée de l'incertitude qui est forte, qui joue sur les comportements, qui a été amplifiée depuis la motion de censure et qui ne retombe pas en réalité. Et donc ça joue une forme de prudence. On le voit sur le taux d'épargne, on le voit sur l'investissement qui est fort et qui est renchéri. J'avais dit même pas depuis la politique commerciale, mais depuis l'élection de Donald Trump, depuis le volte-face avec l'Ukraine, avec les questions autour de la sécurité européenne. Et ça, on voit qu'on a une remontée des tensions géopolitiques aussi. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et effectivement, la dernière couche, ça a été les annonces de politique commerciale de Donald Trump. Donc, de toute façon, on n'a pas des gros leviers de croissance aujourd'hui sur l'économie française, si ce n'est les baisses de taux de politique monétaire qui sont plutôt bienvenues. Les baisses de taux, le pétrole aussi, aujourd'hui $60 dans vos calculs. Enfin, là, il remonte. Ouais, il est à 70. Ah, donc potentiellement, il y a une petite amélioration sur le prêt. Oui, mais comme vous avez vu, c'est quand même très lié à ce qu'anticipent les marchés sur ce que va dire Trump. C'est-à-dire que la baisse forte des prix du pétrole était liée à la crise économique créée ou la crise financière, avec les anticipations que ça ferait moins de demande mondiale pour l'énergie et que les prix du pétrole baissent. À partir du moment où on considère que finalement Trump va prendre des mesures qui seraient plus raisonnables, il reste la Chine quand même, qui n'est pas un petit dossier, vous avez forcément un prix du pétrole qui remonte. Alors la bonne surprise, oui, ça pourrait être qu'on ait un prix du pétrole un peu plus bas, mais attention aussi je ne l'ai pas précisé, mais si on revient sur la question purement française, pas oublier qu'on a une trajectoire de réduction des déficits qui est assez ambitieuse. On doit revenir de un peu moins de 6% de déficit à moins de 3% d'ici 4 ans. Ça veut dire qu'on va devoir faire des efforts budgétaires conséquents. Et ça va aussi peser sur l'activité. Et la question, c'est d'ailleurs, est-ce qu'on va réussir à tenir nos objectifs ? Avant de parler de ça, juste vous parler de la BCE, des taux d'intérêt. La BCE qui a baissé ses taux, directeur, qui devrait potentiellement continuer à le faire. En même temps, les taux longs, eux, ont tendance à remonter. Oui. Donc, facteur de soutien ou pas ? Alors, c'est ce qu'on met en avant aussi, c'est qu'on bénéficie quand même depuis un an de la baisse des taux. Et d'une part, les effets de diffusion sont assez longs. C'est-à-dire, on parle de 12 à 18 mois pour que ce soit réellement transmis à l'activité à travers le canal du crédit, du refinancement des entreprises ou des ménages. Mais effectivement, l'effet est en partie amputé par la remontée des taux longs. C'est-à-dire que le crédit aux entreprises, le crédit aux ménages, il ne dépend pas que des taux courts. Il dépend aussi de ces taux longs. Surtout, Ouais, surtout. Et donc, alors en partie aux taux courts, mais aussi aux taux longs. Et donc, effectivement, la transmission de la politique monétaire des baisses de taux est assez limitée. Nous, on met quand même un effet positif de 0,3 points de PIB pour cette année, lié à la politique monétaire, sachant que ça avait été très négatif en 2023 et 2024. Ça veut dire qu'on récupère qu'une petite partie et que justement, sur 2026, on s'attend à ce que ce soit un plus fort soutien lié à la politique monétaire parce qu'on pense que les taux longs, quand même, vont rebaisser légèrement. Et la poursuite des taux courts, bien sûr. Le point noir, il est sur le taux de chômage qui va remonter autour des 8%, 110 000 postes détruits en France. Oui, vous avez raison. Pour la fin de l'année, on est à 7,9. On est à quoi, 7,5 aujourd'hui ? 7,3. 7,3 quand même. Oui, c'est beaucoup. 7,3. On a, comme vous dites, 110 000 emplois détruits. Si on prolonge notre exercice jusqu'en 2026, on est même à près de 200 000 emplois détruits sur 2 ans. C'est en fait 190 000 d'après notre modélisation. Et un taux de chômage qui remontera à 8,5 fin 2026. Donc ça, c'est quand même un retournement assez marqué du marché du travail. Et vous avez la conjugaison de facteurs qui ne sont pas bons pour l'économie. C'est cette faible croissance, cette incertitude qui joue aussi sur les embauches, des politiques de l'emploi qui vont être rabotées, on parle de l'apprentissage notamment, un coût du travail ou une fiscalité sur les entreprises qui augmente. Et tout ça fait qu'on a un ajustement assez marqué sur le marché du travail. C'est pas une bonne nouvelle, c'est assez logique vu le contexte économique. La question qui va se poser pour les pouvoirs publics, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir tenir des objectifs budgétaires assez durs et de restrictions très claires dans une période où le chômage remonte. Voilà, et on ne le sait pas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a cet objectif de ramener le déficit public à 5,4% du PIB cette année. Il est maintenu au prix d'économies supplémentaires. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques milliards d'euros de crédits au ministère qui étaient gelés. Oui, alors il y a eu quand même une petite bonne nouvelle, elle est peut-être à relativiser, mais elle est quand même importante pour les finances publiques. C'est d'abord le déficit public qui est à 5,8%
pour 2024 et pas à 6,1. Hein. Ouais. Et c'est 0,3 points de PIB, c'est 9 milliards. Hein. C'est quand même pas rien. Donc c'est plus facile d'aller de 5,8 à 5,4 que de 6,1. Donc voilà, donc l'effort budgétaire est moins fort, est moins important. Mais malgré tout, effectivement, nous, dans notre prévision, on finit à 5,5 de déficit public pour cette année. Et j'allais dire, entre guillemets, seulement à 5,3 pour 2026. Donc on est très loin des objectifs, surtout sur 2026. Donc ça a posé quand même beaucoup de questions sur le budget de l'année prochaine. Il y a déjà cette année, vous parlez de 5 milliards, mais ce qu'on dit peut-être assez peu pour 2026, c'est qu'il y a un effort budgétaire qui doit être conséquent, mais qu'on a des mesures qui s'arrêtent. On est où, d'ailleurs, en termes de déficit public? On parle de 4,6. Hein. On est censé être à 4,6 et on partira à 5,5. Voilà, et nous, notre prévision, on est à 5,3. Hein. On est quand même très éloigné. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des mesures budgétaires importantes, à peu près pour 10 milliards, hein, les mesures exceptionnelles sur les grandes entreprises, et les plus aisées, qui vont s'arrêter. Ouais. Et donc, le fait de maintenir juste les prélèvements, il va falloir combler ces 10 milliards. Et vous n'avez pas commencé à faire l'effort budgétaire. Ouais. Et vous avez la montée en charge potentielle de l'effort de défense aussi. Hein. Cauchemardesque. Et 2026, voilà, l'exercice va être très délicat, ce qui va renvoyer aussi à la probable incertitude et des inquiétudes et le risque de censure qui peut revenir. Et croissance qui repartira en 2026 dans vos prévisions? On est à 1,1, oui. Voilà. 1,1. Oui, mais quand on vient de 0,5... Ah oui, non, c'est mieux. Alors bien sûr, ça c'est dans un monde relativement stabilisé, hein, dans lequel on n'a pas une crise financière et les accords commerciaux s'établissent avec les droits de douane à 10% avec l'Europe. Et on n'a pas une surenchère et on n'a pas des mesures de rétorsion. Donc ça, voilà, bien sûr, toute nouvelle d'escalade ou de crise financière viendra amputer ce scénario. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci David. Salut.